La voirie de la ville de San Pedro a été réhabilitée sur plusieurs grands axes. C'est un point du projet d'urgence de renaissance des infrastructures de Côte d'Ivoire, cofinancé par l'État et par la Banque mondiale. Marquage et destruction d'armes à feu par la Comnat ALPC, la Commission nationale de lutte contre la prolifération des armes légères et de petit calibre exécute ainsi une de ses missions essentielles dans le cadre de son plan d'action 2016-2020. Premier tour de l'élection présidentielle au Tchad, 6 millions d'électeurs sont appelés aux urnes ce dimanche. 13 candidats sont en lice, dont l'actuel président Idriss Déby. Bonjour à tous, merci d'être avec nous sur RTI 1. Dans le magazine de ce dimanche, un sujet qui fait grand bruit en ce moment, le retrait de la licence de 4 opérateurs de téléphonie. Quelles en sont les raisons? Quelles perspectives derrière cette action? Que deviennent les salariés, les consommateurs et revendeurs qui ont investi dans ces réseaux? Le directeur de cabinet du ministre de l'économie numérique et de la Poste, André Apété, est avec nous. Il va répondre à toutes ces questions. Bonjour, monsieur Apété. Bonjour, madame. Nous vous retrouverons tout de suite après le point de l'actualité. San Pedro, sud-ouest de la Côte d'Ivoire, la ville se fait belle. La voirie a été réhabilitée sur plusieurs grands axes de la ville et c'est grâce au programme d'urgence de renaissance des infrastructures de Côte d'Ivoire cofinancé par l'État et par la Banque mondiale. Hervé Blé. L'année passée, la route était dégradée, on n'arrivait pas à bien rouler pour aller à l'école. Cette année, nous sommes heureux parce que la route est bien réhabilitée. Ce sont un peu plus de 7 km de voirie qui ont été réhabilités ou créés à San Pedro, mettant ainsi fin aux difficultés de circulation sur des axes structurants de la ville. On apprécie, c'est bon. C'est bon. En tout cas, on est tous les jours là, ça va. La réflexion de la route est en tout cas une aubaine pour nous. Ça nous facilite vraiment la vie ici, surtout en termes de déplacement. Voilà, parce que c'était vraiment difficile, c'était en tout cas un calvaire. Nous continuons d'ailleurs à souffrir de manque de voirie, du fait donc de la dégradation avancée donc de la voirie de San Pedro. Et donc nous ne pouvons qu'être heureux et dire merci au chef de l'État pour ce qu'il vient donc d'offrir à la ville de San Pedro et nous permet donc de pouvoir économiser dans l'entretien de nos véhicules et nous permet de pouvoir aller vite et de gagner du temps. L'accès aux administrations, aux installations portuaires, aux zones industrielles et aux principales zones d'habitation de San Pedro est désormais facile grâce au précis. L'État de Côte d'Ivoire et la Banque mondiale, à travers le projet de renaissance des infrastructures de Côte d'Ivoire précis, ont décidé de doter la ville de nouvelles infrastructures afin d'en faire un véritable pôle de croissance régionale tout en mettant fin au calvaire des populations en matière d'infrastructures routières et sanitaires. Le montant total des investissements réalisés s'élève à plus de 12,7 milliards de francs CFA au bénéfice de près de 170 000 habitants. Cette fin de semaine, le Premier ministre Nana Blanc était à San Pedro pour partager la joie des populations locales, joie due à la transformation qualitative de la voirie de la ville. Ce n'est que le début de grandes réalisations sur cette ville qui est importante. Et l'objectif du président de la République, c'est de faire en sorte qu'il y ait une synergie très forte entre les deux ports, le port d'Abidjan et le port de San Pedro. Il va y avoir donc différents quais qui vont se construire et même plus tard, pourquoi pas, un port minéralier pour évacuer les minerais de fer, de nickel qui viendront donc de la région de Mangao, du mont Krao et tout ça. Au total, 12 700 millions de francs CFA ont été mobilisés par la Banque mondiale et l'État de Côte d'Ivoire pour la réhabilitation de la voirie et des infrastructures de la cité balnéaire. L'hôpital général de Pricro, zone centre du pays, inaugure 8 nouveaux bâtiments. Pour un coût de plus d'1 milliard de francs CFA, ces travaux viennent apporter une solution à l'important déficit en infrastructures sanitaires dans la ville. Le projet a été financé par le programme présidentiel d'urgence. Doigt de laser. Un logement du directeur de l'hôpital, 8 bâtiments dotés d'un bloc opératoire, de salles d'accouchement et d'hospitalisation. C'est le nouveau visage que présente l'hôpital de Pricro.
1,146 milliard de francs CFA ont été investis pour la réalisation de ces édifices par le gouvernement ivoirien à travers le programme présidentiel d'urgence. Une action saluée par les autorités administratives et politiques de PRICRO qui traduisent leur reconnaissance au chef de l'État Alassane Ouattara qui ne ménage aucun effort pour le bien-être des populations. C'est une note de satisfaction que nous en tirons et nous voudrions véritablement remercier le président de la République. Tout ce qui a été dit, nos routes, nos hôpitaux, ça a été fait. Nous attendons maintenant le personnel pour que notre hôpital général puisse véritablement fonctionner comme il faut. L'hôpital a été bâti sur 3 hectares. Nous savons aussi qu'aujourd'hui, en termes de VRD, ce n'était pas prévu au marché. Nous espérons que les mois à venir, ce problème de VRD sera réglé. Si nous pouvons avoir le bitumage même de l'intérieur de l'hôpital. Plusieurs réalisations sont en cours pour le développement de PRICRO. Il s'agit de la construction des écoles primaires et de la représentation locale du conseil régional de l'IFU à PRICRO. Le ministre britannique responsable pour l'Afrique est en visite en Côte d'Ivoire avec le ministre ivoirien du pétrole et de l'énergie. Il s'est rendu dans les locaux d'Agrecro Côte d'Ivoire, une centrale thermique qui représente 10% de la puissance nationale. La structure britannique emploie 127 personnes, dont 80% d'Ivoiriens. Le ministre britannique James Tudidge a dit au ministre ivoirien Adama Tounkara tout l'engagement de son pays à aider la Côte d'Ivoire à devenir le hub énergétique de la sous-région. Le PDCI RDA célèbre ses 70 ans. Les pionniers, les militants et les sympathisants se sont rassemblés pour revivre l'histoire du vieux parti qui les rassemble. Il s'agit pour eux de marquer une pause pour penser le repositionnement du parti en vue des batailles à venir. Hier samedi, une cérémonie officielle a marqué l'ouverture de 3 semaines de festivités. Sidonie Davila. C'est ici, à l'Étoile du Sud, que les tractations pour la naissance du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI, ont débuté le mardi 9 avril 1946. C'est dans ce modeste cadre de la commune de Trècheville que les membres fondateurs, avec à leur tête le président Félix Houphouët-Boigny, décidèrent du sort de ce parti libérateur qui devint plus tard le PDCI RDA. Les membres du parti ont choisi ce mois d'avril 2016 de marquer d'une pierre blanche la célébration de ses 70 ans en retournant là où tout a commencé. Notre objectif, à travers cette célébration, est de rassembler toutes les générations d'hommes, de femmes, de jeunes qui ont fait et continuent de faire la fierté du PDCI RDA, de l'intéresser à la nouvelle génération d'Ivoiriens et de démontrer le rôle fondamental du PDCI RDA dans le développement harmonieux de la Côte d'Ivoire. À 70 ans, marque de la maturité et de la sagesse, le vieux parti fait une pause pour penser à son repositionnement pour les batailles futures. Rassemblement et renaissance, c'est le thème de cet anniversaire. Pour le premier responsable du parti, l'heure est à l'union. Nous devons donc aller à la cohésion avec ceux des nôtres qui nous ont quittés pour des raisons diverses. Il nous faut ramener dans la maison du Père les frères qui en étaient partis. Nous y tenons. Nous avons le devoir en tant qu'aînés de ramener les enfants dispersés du Père sans toutefois nous renier. C'est la raison d'être du rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix. Nous sommes déterminés à aller de l'avant en nous engageant dans un processus de création d'un parti unifié. Au cours de cette célébration, un hommage est rendu aux pionniers restés constants dans la lutte. Certains ont été élevés au grade de commandeur et d'autres au grade de grand officier. 70 ans, ça se fête, et le PDCI a tenu à mettre les petits plats dans l'écran pour faire de son jubilé de platine un moment inoubliable, sans toutefois oublier l'essentiel, son repositionnement qu'il compte réussir en sillonnant tout le pays.
À Jacquesville, 2 blessés et d'importants dégâts matériels. Bilan de l'affrontement entre les jeunes de Nigui Asoko et du département de Noubori. Le préfet appelle à la fin du conflit. Il appelle à l'union pour qu'il n'y ait plus de fractures sociales dans la localité. Doigt de Laser. Les jeunes du village de Nigui Asoko, dans le département de Jacquesville, rappelés à l'ordre par le préfet de la localité. 2 pêcheurs de ce village ont perdu la vie dans la nuit du lundi à mardi dernier au large de la lagune à Nobouri, un campement de la sous-préfecture d'Atoutou, ce qui a suscité un affrontement entre les jeunes de Nigui Asoko et les populations du campement. Une crise intercommunautaire inacceptable selon les autorités administratives et politiques de Jacquesville. Aucun mort n'a été enregistré au cours de cet affrontement. Nous avons invité à l'apaisement, nous avons invité au calme, nous avons invité à la paix parce que la Côte d'Ivoire est un pays de paix. Le procureur a été saisi des 2 cas. Aucun crime ne sera impuni en Côte d'Ivoire. Se méfier de la rumeur lorsqu'ils ont une information qui n'est pas vérifiée. La jeunesse de Nigui Asoko a été sensibilisée à la paix et à la retenue afin que le calme règne dans la localité. Nous sommes prêts à faire la paix. À l'issue de cette réunion-là, nous allons essayer d'apaiser les cœurs. Et nous sommes ravis que le préfet vienne lui-même calmer les esprits des jeunes. Le calme est revenu dans les villages. Je veux dire à la jeunesse, nous ne sommes pas là pour faire le règlement de comptes. Il était éminemment important, après la grave crise que nous avons vécue, que nos populations et surtout nos jeunes s'imprègnent des valeurs de paix. Exhorter les populations à vivre en paix avec les communautés. Les affrontements du jeudi 7 mars 2016 à Noubori ont occasionné 2 blessés et de nombreux dégâts matériels. L'ONG Femmes Côte d'Ivoire Expérience sensibilise les femmes à la citoyenneté et à plus d'implication dans la vie de la nation. La tournée dans la région du Bélier avec Herman Yamia. L'ONG Femmes Côte d'Ivoire Expérience FCS, déterminée à œuvrer à la création d'une nouvelle génération de femmes en général et celles vivant en milieu rural en particulier, qui s'impliquent véritablement dans les prises de décisions concernant la vie de la nation. Pour réussir cette mission qu'elle s'est assignée, elle initie une sensibilisation à la citoyenneté au profit des femmes de la région du Bélier. Il est important que dans chaque région de notre beau pays, que les populations soient éduquées à la paix pour pouvoir participer véritablement à la reconstruction de la Côte d'Ivoire et à la consolidation de cette paix tant désirée par les populations ivoiriennes. Cette campagne de sensibilisation à la citoyenneté des femmes de la région du Bélier s'est achevée par la finale du tournoi de football féminin. Vainqueur de cette première édition, l'équipe de Yamoussoukro qui était opposée à celle de Didier Vie. Chaque équipe est répartie avec plusieurs cadeaux. Marquage et destruction d'armes à feu par la COMNAT ALPC, la Commission nationale de lutte contre la prolifération des armes légères et de petit calibre exécute ainsi une de ses missions essentielles, ce dans le cadre de son plan d'action 2016-2020. Moussa Konaté. La lutte contre la prolifération des armes légères et de petit calibre se renforce davantage. Dans la mise en œuvre de son plan d'action 2016-2020, la Commission nationale de lutte contre la prolifération et la circulation illicite des armes légères et de petit calibre, COMNAT ALPC, bénéficie de l'appui du Japon. Pour marquer le pas, une séance de marquage et de destruction d'armes à l'École nationale de police. Un grand nombre d'actions menées ont permis d'atteindre de très bons résultats. Les capacités de gestion de la sécurité de la police et des institutions nationales de sécurité sont renforcées. Le soutien du gouvernement japonais vise à aider la COMNAT ALPC à organiser les opérations de collecte d'armes et munitions, accompagner les déposants par des mesures incitatives et de soutenir le processus de sécurisation des armes détenues par les forces nationales. Toutes nos forces possèdent des équipes formées et équipées par la COMNAT pour marquer, enregistrer et gérer électroniquement les armes dont elles disposent. À ce jour, la COMNAT ALPC a pu marquer plus de 95% des armes des forces nationales, sur 26 324 collectées. Parmi ces armes, 8 000 ont été détruites, ainsi que 6 336 munitions. Deuxième passage des journées de vaccination 2016 contre la poliomyélite à Gagnoa dans la région du Gor. Ce sont plus de 150 000 enfants qui sont concernés. Thérèse Yoboué. Grand marché de Gagnoa, capitale de la région du Gor.
Mobilisation exceptionnelle pour ce deuxième passage des journées nationales de vaccination contre la poliomyélite. J'appelle la population, toute la population de Gagnoua à adhérer à cette campagne de vaccination. C'est à ce prix-là que nous pouvons éradiquer la polio. Les autorités politiques, administratives, agents vaccinateurs, tout le monde est à la tâche pour administrer aux enfants les précieuses gouttes de protection qui souvent sont à l'origine de faux préjugés. Pour le bon déroulement de cette séance de vaccination, une campagne de sensibilisation a été menée. Rencontres avec les chefs de quartier et de communauté, les guides religieux, projection de films sur la maladie. Il s'est agi d'expliquer aux populations la dangerosité de cette maladie, d'où l'intérêt de faire vacciner les enfants. Ce sont 150 900 enfants de 0 à 5 ans qui sont concernés pour ce deuxième passage des journées de vaccination à Gagnoua. La municipalité de la commune de Trècheville offre un siège à l'inspection de l'éducation nationale préscolaire et primaire de la commune. Un bâtiment d'un niveau avec 14 bureaux et une salle de réunion. Il a coûté 60 millions de nos francs. Moussa Konaté. Un bâtiment d'un étage composé de 14 bureaux, une salle de réunion, situé à proximité du groupe scolaire régional dans la commune de Trècheville. C'est le nouveau siège de l'inspection de l'éducation préscolaire et primaire de Trècheville. L'édifice est l'œuvre du conseil municipal. Coût de la réalisation, 60 millions de francs CFA. C'est un retour à la normalité. La commune de Trècheville n'avait pas sa circonscription d'inspection de l'enseignement primaire sur son territoire. Et il était tout à fait normal que le conseil municipal puisse corriger cette lacune. Longtemps logé dans la commune du Plateau, l'inspection de l'éducation préscolaire et primaire de Trècheville est aujourd'hui proche des élèves et enseignants. Nous avons exercé depuis des années, mes prédécesseurs et moi, dans des conditions que nous ne dirons pas déplorables, mais des conditions qui étaient quand même assez difficiles pour notre fonction. La responsable de l'inspection de l'éducation préscolaire et primaire de Trècheville promet de bons résultats scolaires en guise de reconnaissance à la municipalité de Trècheville. Dans la filière coton, les organisations professionnelles agricoles sont de plus en plus nombreuses à naître. Les acteurs lancent une réflexion sur la question. Ils veulent mieux organiser le secteur. Charles Tatou. Cité autrefois en exemple, le dynamisme du mouvement coopératif de la filière coton est depuis quelques années en décadence. À l'origine de cette situation, les crises qui se sont succédées dans le pays et le nombre pléthorique d'organisations professionnelles agricoles, OPA, avec parmi elles de nombreux groupements informels. Conséquence, un dysfonctionnement au niveau de cette filière. Pour pallier cette situation, une restructuration des OPA de la filière coton s'impose. Une action que va financer le PESAC, projet d'appui au secteur agricole en Côte d'Ivoire. C'est tout l'enjeu de cette rencontre de réflexion. Elle a réuni donc collège des producteurs, experts du ministère de l'Agriculture et du Développement rural, conseil du coton et de l'anacarde, intercoton et partenaires. On dit que le PESAC va nous aider en donnant les bœufs de culture attelée à d'autres paysans qui n'ont pas les moyens d'en avoir. Et c'est un peu lent le processus. Le PESAC est vaste. Les études au niveau du bassin cotonnier et anacarde sont terminées. Les travaux ont démarré et nous pensons que nous allons pouvoir livrer jusqu'à mi-2016 plus de la moitié des travaux finis. Recensé 1333 OPA. C'est excessif dans la mesure où il est indiqué pour qu'une OPA soit viable, il faut qu'elle puisse ramasser 2500 tonnes de coton graines. Or, notre production avoisine les 450 000 tonnes. Durant 3 jours, les participants ont planché sur les résultats. Résultats de l'étude de collecte des données sur le réseau coopératif de la filière coton. La mutuelle d'aide au développement économique et social du Folon veut réduire la pauvreté dans la région nouvellement créée. 2 véhicules, des bâches viennent d'être offerts aux populations afin d'aider au déplacement des personnes et des biens. Thomas Guessambi. La remise officielle des clés de ces 2 véhicules constitue une véritable bouffée d'oxygène pour faire face à l'épineux problème de déplacement dans la région du Folon. L'œuvre de la mutuelle d'aide au développement économique et social du Folon a tout simplement été louée.
Pour le préfet de Kaniasso, le geste vient atténuer la souffrance de ses administrés. La population se déplace à moto, ce qui est souvent pénible dans certaines situations. C'est en cela que ce geste est bien arrivé et nous souhaitons que ce véhicule-là soit bien utilisé par les populations. La délégation de la MADESFO, conduite par son président, a rencontré à l'occasion les populations des différentes sous-préfectures. Un seul message au bout des lèvres, l'union des fils et filles du Folon autour de la mutuelle pour de grandes choses. Que tous les gens du MADESFO restent mobilisés et que tous les fils du Folon fassent tout pour atterrir massivement à cette mutuelle-là qui est l'avenir de la région du Folon. Créée en 2014, la MADESFO s'est donnée pour mission la création de synergies autour de la question de développement de la région du Folon, la sensibilisation à la scolarisation des enfants, l'alphabétisation des adultes, la facilitation de prêts aux femmes. Et plusieurs actions ont été menées sur le terrain dans ce sens pour aider les populations dans leur lutte contre la pauvreté. Même son de cloche à Sakassou, où 4 villages se sont réunis en un seul village moderne. Au cours d'une journée dédiée au développement, ils ont décidé de dégager les projets prioritaires du village, notamment la construction d'écoles primaires, la connexion au réseau national d'adduction d'eau potable. Sero Corona, Kwadio Kwame. Umbejo, Aounjo, Aounyassou et Odiaye. 4 villages de la sous-préfecture de Sakassou désormais unis pour amorcer leur développement. Une union symbolisée par le regroupement de ces villages sur le même site pour traduire leur volonté de sortir leur terroir commun de sa léthargie. La mutuelle de développement des 4 villages mène une série d'activités. Consultation foraine contre le diabète et l'hypertension artérielle, don de médicaments et de tables bancs. À l'école primaire, cette mutuelle a également créé les conditions pour l'épanouissement de la femme rurale et la sédentarisation des bras valides. Au cours d'une journée dédiée au développement, les filles et fils de Mbedjo, Aoundjo, Aounyassou et Odiaye se sont engagés à œuvrer pour l'essor social et économique de leur village. Les populations ont été exhortées à se mobiliser pour la construction d'une seconde école primaire afin de désengorger la première qui existe depuis les années 80. Au nombre des projets prioritaires figure la construction d'un château d'eau, une infrastructure qui viendra mettre fin à la souffrance des populations en période de sécheresse. Une rencontre sportive pour consolider la cohésion a clôturé cette journée du développement des villages de Mbedjo, Aoundjo, Aounyassou et Odiaye. Élection présidentielle aujourd'hui au Tchad, un scrutin qui se passe dans un contexte économique et social tendu. Depuis le 22 mars, plusieurs syndicats ont lancé un vaste mouvement de grève. Ils paralysent les administrations publiques, les tribunaux et même les hôpitaux. L'ONU a lancé un appel au calme. Incendie lors de la célébration du Nouvel An hindou. Plus de 100 personnes sont mortes et au moins 200 blessées cette nuit. Les fidèles étaient encore nombreux dans le temple quand l'incendie s'est déclaré. C'est la réserve de feux d'artifice qui a pris feu alors que des milliers de personnes assistaient à un spectacle pyrotechnique. L'association de la diaspora rwandaise en Côte d'Ivoire a commémoré les 22 ans du génocide au Rwanda. Un moment de deuil en union avec tous les Rwandais du monde entier pour honorer la mémoire des disparus et lutter contre l'idéologie du génocide. 22 ans maintenant que les Tutsis ont subi des massacres au Rwanda où 800 000 personnes ont perdu la vie en 100 jours. À la mémoire de ces disparus, l'association de la diaspora rwandaise en Côte d'Ivoire, ADRCI, a commémoré l'an 22 du génocide rwandais. Cette cérémonie dénommée Kwibuka 22 a lieu chaque année. Une occasion pour tous les Rwandais du monde d'honorer la mémoire des victimes et leur rendre la dignité bafouée, mais surtout de rappeler la nécessité de préserver la dignité humaine en tout temps et en tout lieu. C'est quelque chose qui doit rester là. La preuve, c'est que aussi au pays, il y a des mémoriaux de génocide pour que les gens les visitent, essaient de comprendre ce qui s'est passé, mais surtout pour que les gens tirent des leçons et que ça ne se produise plus jamais au Rwanda et ailleurs. L'être humain a droit à la vie, l'être humain a droit à la prospérité. Malheureusement, à une certaine période de notre histoire, on a arrêté la vie des gens, on a arrêté la vie de tout le pays
Et nous voulons que ça ne se reproduise jamais ailleurs dans le monde entier. Projection de films, prières, cierges brûlés et 1 minute de silence pour partager le calvaire vécu par les Tutsis. Lutter contre le négationnisme, l'idéologie du génocide et en préserver les preuves pour éviter une répétition sont les points essentiels de cette journée. Les festivités de la commémoration du génocide perpétré contre les Tutsis se tiennent partout dans le monde chaque année du 7 au 13 avril. Elle est célébrée au Rwanda, dans les ambassades et partout où se trouvent des Rwandais, comme ici en Côte d'Ivoire, où vivent près de 200 Rwandais. Bienvenue dans le magazine du dimanche. 4 opérateurs de téléphonie de Côte d'Ivoire ont vu leur licence retirée. Quelles en sont les raisons? Quelles sont les perspectives derrière cette action? Et que deviennent les salariés, les consommateurs et revendeurs qui sont nombreux à avoir investi dans ces réseaux? Le directeur de cabinet du ministre de l'économie numérique et de la Poste, André Apété, est avec nous pour nous éclairer sur ce sujet. Rebonjour Monsieur Apété. Bonjour Madame Fatou. Alors, nous allons tout d'abord situer le contexte. C'est dans un reportage signé Lanciné Bakayoko et Adama Kone. Aujourd'hui, qui paye nos droits? Qui nous réembauche? Comment est-ce que nous serons réinsérés? C'est à cette question que nous aimerons avoir une réponse. On a des milliards de recharges qui sont là au stock. On demande à l'État de nous mettre un administrateur pour sauver quand même tous ces employés. Parce que c'est aberrant de sortir sans un droit. Alors, M. Apété, c'était quelques réactions d'employés de téléphonie mobile. Nous allons y revenir. Mais tout d'abord, la TCI vient de retirer les licences d'exploitation de 4 opérateurs donc, du secteur de la téléphonie. Quelles sont les raisons de ce retrait? Quels sont les manquements qui ont conduit à cette décision? Merci, Madame Fatou, de l'opportunité que vous nous donnez d'éclairer vos téléspectateurs et d'une manière générale d'éclairer l'ensemble des Ivoiriens sur ce sujet. Quelles sont les raisons qui président au retrait des licences? J'aurais pu vous répondre de façon relativement sommaire en disant que les licences sont légalement retirées au motif que les 10 opérateurs malgré des relances, malgré des mises en demeure, ne respectent nullement leur cahier de charges et ne respectent nullement le cadre réglementaire qui est en place. Mais je disais que je ne veux pas vous répondre sommairement. Je vais vous situer un peu le contexte de ces retraits et les enjeux qui les sous-tendent. Nous sommes dans un secteur des télécommunications qui est très encadré. Souvent, l'on dit qu'il s'agit d'un marché concurrentiel. En réalité, il s'agit d'un marché réglementé, un marché spécifique. Et la spécificité de ce marché tient à tout le moins à 3 facteurs. Le premier facteur, c'est que c'est un marché dans lequel ne rentre pas qui veut. On rentre avec une autorisation qu'on appelle communément licence. Et lorsque vous avez une licence, cela emporte un certain nombre d'obligations auxquelles vous êtes tenu. Nous entrons avec une licence, mais les spécificités dont je veux faire état, je dis, ça tient à 3 éléments essentiels. Le premier élément, c'est un marché qui utilise des ressources qui sont du domaine de l'État, qui sont des ressources rares, qui n'existent pas à profusion, qui sont très limitées. Et lorsqu'on vous les donne, vous prenez l'engagement d'en faire le meilleur usage qui soit au service de l'ensemble de la communauté. En second lieu, ce marché est spécifique parce que le coût d'accès, c'est un marché capitalistique. Quand vous y êtes, ça exige de vous
d'importants investissements. Et ce sont des investissements de développement. Vous prenez l'engagement à partir d'un business plan d'y entrer pour réaliser des investissements et contribuer au développement économique et social qui participe de la politique du gouvernement. En troisième lieu, c'est une activité qui est très transverse, qui est utile, je dirais aujourd'hui indispensable pour le développement économique et social de l'ensemble des secteurs de l'économie nationale. Et c'est pourquoi il y a un régulateur qui est à la fois gendarme et juge. Il est gendarme et juge en ce qu'il doit veiller à ce que la réglementation s'applique, à ce que la loi s'applique. Il est juge en ce qu'il doit veiller à ce que ces décisions se prennent dans des conditions de transparence et qu'il respecte l'égalité de traitement d'un acteur par rapport à un autre acteur. Sinon, il peut être pris à défaut. Vous voyez que dans un tel marché, avec des enjeux aussi importants, on ne peut pas, et loin s'en faut, permettre que sur 7 acteurs, il y en ait 4 qui n'investissent pas. Ils ont des réseaux limités pour la plupart un peu dans des quartiers d'Abidjan. Les équipements dont ils disposent, ils sont supposés disposer, sont obsolètes. Ils ne sont même pas propriétaires de ces équipements parce qu'ils les ont pris par emprunt, ils n'ont pas payé. Madame, les enjeux sont tellement importants qu'on ne peut pas permettre qu'un tel marché, avec les enjeux qu'il porte, soit gangréné. Absolument, et voilà la raison essentielle vous qui a parliez conduit... tout à l'heure des déficits en équipement et tout. On sait qu'en plus de tout cela, ces 4 sociétés doivent plus de 80 milliards à l'État. Comment est-ce qu'on en est arrivé là? Vous aviez dit que c'était sur 5 ans qu'il y avait eu des négociations et tout. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas eu de solution jusqu'à aujourd'hui? Alors, je n'ai pas voulu mettre l'accent sur ce qu'ils doivent à l'État et à bien d'autres. C'est un point important. Mais c'est un aussi. point important. Lorsque l'on vous donne une licence, parce que vous voulez entrer dans ce secteur, où n'importe qui n'entre pas, pour lequel vous avez présenté un dossier, lorsque l'on vous donne une licence, vous vous acquittez immédiatement du coût de la licence. Après ça, vous pouvez y travailler. Compte tenu des montants qui paraissent élevés, l'on donne quelques modalités. Mais la réglementation en Côte d'Ivoire exige que le règlement de la contrepartie financière se fasse en 2 ans. Par générosité, des écarts ont été pris par rapport, je dirais, à la réglementation. Et l'on a donné parfois jusqu'à 10 ans à certains pour tenir cet engagement. Je prendrai un des acteurs qui fait, entre autres, beaucoup de bruit, le prénom Comium. Nous allons reparler tout à l'heure du cas de Comium. Mais, donc, ces contreparties financières ne sont pas acquittées, d'une part. D'autre part, vous prenez le régulateur dont j'ai parlé tantôt. Le régulateur vit à partir des taxes que les opérateurs payent, et c'est sur cette base, sur ces sommes que le régulateur fonctionne. On ne paye pas le régulateur. On ne paye pas les fréquences qu'on utilise. On ne paye pas les autres acteurs du secteur. On fait venir du trafic de l'extérieur. On met des SIM-box dans le marché et on termine juste ce trafic-là. On récupère de l'argent, alors que sur le marché national, en réalité, on n'existe pas. Non, ça ne peut pas se continuer. Alors, ces 4 opérateurs, M. Apété, ils ont 1 mois pour écouler tous les produits dont ils disposent. Est-ce que ce délai de 1 mois va permettre aux consommateurs d'utiliser tout ce qu'ils ont comme carte de recharge, surtout quand on sait qu'ils ne peuvent avoir accès qu'à des numéros inter-réseau? Et puis aux gérants de cabine également qui ont investi. Madame Fatou, laissez-moi vous rappeler que l'on parle de ces retraits de façon officielle et publiquement depuis au moins 1 an.
c'est depuis le début du mois de mars que le gouvernement a pris formellement la décision. Qu'il s'agisse des consommateurs, qu'il s'agisse des revendeurs, ils en sont largement informés et j'espère que les uns et les autres ont pris un minimum de précautions. Un mois pour permettre à ces 2-3% de clients de ces opérateurs de consommer les crédits qu'ils ont encore sur leur carte, en sorte qu'ils n'en soient pas des victimes collatéraux. L'impact sur le consommateur sera de moindre effet, parce qu'à la vérité, ces opérateurs n'ont pratiquement pas de clients. Ils ont des ressources pétrales qu'ils mobilisent, captivent. Les trois qui viennent de renouveler leur licence, à eux seuls, ont entre 96 et 98% de la base client. Ils disposent de 50% des ressources pétrales. Toute chose qui a une très forte incidence sur la qualité des services dont on se plaint en Côte d'Ivoire. Et vous voyez les quatre, ils ont 50% des ressources pétrales, ils ont à peine 2-3% de la base client, et ce sont les Ivoiriens qui souffrent de la non-qualité des services. Il y a tellement à dire sur ce dossier. Alors, vous parliez tout à l'heure du cas de Comium. Comium affirme être en négociation en ce moment avec les autorités pour continuer d'exercer. Est-ce que cela est exact? Est-ce qu'il y a une possibilité dans ce sens? À la vérité, je n'en ai pas connaissance. Cela étant, je dois dire que il y a 2 ans, madame, que Comium, comme chacun de ses acteurs, a été invité à l'initiative du ministre de l'économie numérique à le rencontrer. Le ministre a reçu chacun de ses dirigeants en ma présence et leur a dit ceci: compte tenu des difficultés qui sont les vôtres, nous savons que vous ne pouvez pas vous en sortir. Nous avons en 2012, début 2012, donné la possibilité aux acteurs du marché de fournir des services de 3e génération. Nous avions 4 licences, parce que techniquement, massivement, c'est 4 licences qu'on peut donner. Une des licences est encore là. Vous n'avez pas pu y prendre part parce que, en ce moment-là, vous n'étiez pas en règle vis-à-vis de vos obligations. Et la seule condition que l'État a eu à mettre, c'est que les demandeurs soient en règle vis-à-vis de leur engagement. La licence 3G, c'est-à-dire 3e génération, pour faire de la data, était à 6 milliards de francs. Aujourd'hui, un opérateur de cette nature, qui ne fournit pas des services Internet, qui ne fournit pas de services data, vous pouvez être sûr, madame, qu'il est condamné à fermer boutique. Il est en sursis, il est condamné à fermer boutique. Ça n'a pas été possible en 2012. Nous sommes en 2016. Ils n'ont pas pu se mettre en règle pour ne serait-ce qu'utiliser la 4e licence pour fournir la data. Quand le ministre les reçoit pour les mettre devant leurs responsabilités, c'est pour anticiper sur ce qui devait advenir. En leur disant, individuellement, je sais que vous ne pouvez rien faire, vous savez que vous ne pouvez rien faire. Si vous vous mettez ensemble, l'union faisant la force, on vous réserve cette 4e licence. Ça permettra, vous, de sauver vos actifs, si vous en avez quelques-uns, de sauver les emplois, et nous en viendrons au problème du personnel, de sauver les emplois. Je vous exhorte à le faire. On ne peut pas vous imposer de fusionner, mais si vous discutez de façon responsable, vous pouvez arriver à quelque chose de fiable et l'État est prêt à vous accompagner. Ça n'a pas été le cas. Ça n'a pas été le cas. Et nous connaissons les responsabilités à ce niveau-là. On ne va pas rentrer dans les responsabilités, mais on voit que c'est plus de 500 personnes qui se retrouvent sans revenu aujourd'hui avec ce retrait. Nous l'avions vu en début d'entretien, certains employés essayaient de trouver des solutions et de demander qu'est-ce qu'il advient d'eux. Est-ce qu'il y a des réinsertions qui sont prévues? Qu'est-ce qu'ils deviennent? Est-ce qu'ils auront des droits? Madame, nous sommes dans un état de droit et si quelqu'un a un droit, ce droit lui sera rendu. Ce droit sera respecté. Cela étant, j'avoue que c'est avec un pincement au cœur que nous abordons le problème du personnel. C'est des gens qui travaillent, ils ne sont pas responsables des déconvenus de leurs dirigeants
Et c'est eux qui vont en payer le prix. On ne peut pas rester insensible, je vais dire, à cela. Mais le personnel, contrairement à ce qu'on pense, le personnel connaît la responsabilité de ses dirigeants. Le personnel connaît la responsabilité. Oui, mais le fait est aujourd'hui de savoir qu'est-ce qu'ils deviennent. Alors, qu'est-ce qu'ils deviennent? Qu'est-ce qu'ils deviennent? Madame, je ne vais pas verser dans l'émotion excessive. Il faut qu'on soit aussi rationnel. 500 personnes qui, globalement, perdent leur emploi, c'est beaucoup. Mais lorsqu'on regarde la situation finement, certains sont de Café Mobile. Café Mobile a fermé tous ses magasins. Il ne fournit aucun service depuis 1 an. J'espère que ceux-là ont déjà réclamé leurs droits à Café Mobile et l'ont perçu. Vous prenez Warid. Warid a fermé ses portes. Les employés sont dans la nature. Parlons de Grune. Grune, sa licence finie ces mois-ci. Il n'a pas demandé même le renouvellement de sa licence. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces personnes, dans les mois qui suivent, se retrouveront sans emploi. Ce ne sont pas de vrais emplois. L'objectif du gouvernement, c'est de faire en sorte que si des emplois sont créés dans le secteur, ce soient des vrais emplois. Et c'est la raison pour laquelle nous avons voulu que, ces opérateurs se mettent ensemble pour constituer un groupe fort. C'est la raison pour laquelle, bien que dans notre secteur d'activité, dans beaucoup de pays, on a en gros à peine 3 opérateurs, nous insistons pour aller au 4e opérateur, pour donner la possibilité à ceux-là qui perdront sans aucun doute leur emploi, d'avoir une porte de sortie. Et nous travaillons effectivement à faire en sorte que dans le choix éventuel du 4e opérateur, le critère offrir de l'emploi prioritairement à ceux qui sont en train de perdre leur emploi est un critère qui va compter de façon substantielle. Mais j'en aurais fini, je vais dire, dans l'émotion. Quand j'aurais dit ceci, les dirigeants sont grandement responsables. Et moi qui vous parle, j'ai reçu à la demande du ministre, il y a 1 mois et demi, les dirigeants syndicaux d'un acteur comme Comium. Et je leur ai dit, mais amenez vos responsables à prendre enfin leurs responsabilités. Demandez-leur des comptes, parce que vous avez à leur demander des comptes. S'ils sont un opérateur, ils ne peuvent pas rester sans investir. J'entends dire, nous allons investir 500 millions. Mais c'est quoi 500 millions dans nos secteurs de télécommunications? Dans le secteur de télécommunications, un opérateur sérieux investit pas moins de 40-50 milliards par an. Pas moins de 40-50. Et le personnel au sein desquels il y a des cadres, c'était aussi leur responsabilité, bien avant d'appeler l'attention des uns et des autres sur ces manquements. Et j'en aurais fini sur ce point quand j'aurais dit ceci. Si demain, vous avez quelqu'un qui est au volant d'une voiture, il n'a pas de permis, il n'a pas de vignette, et il n'a pas d'assurance, que vous l'arrêtez, vous mettez la voiture en fourrière, c'est vrai, c'est dommage pour le chauffeur qui perdra son emploi, mais c'est un acte d'intérêt général. C'est un acte d'intérêt général. Les mesures que l'État prend sont des mesures d'intérêt général pour sauver ce qui est essentiel et ne pas laisser 3-4 entreprises gangréner un système qui est important pour l'économie nationale. Un système important, vous l'avez dit tout à l'heure aussi, en général, il y a 3 ou 4 opérateurs dans la plupart des pays. Pourquoi est-ce que la Côte d'Ivoire a permis qu'il y en ait jusqu'à 7 et puis arriver à cette situation avant de limiter maintenant à 4? Madame, vous me voyez confus, je ne saurais pas vous dire pourquoi. Parce que ce sont des décisions qui ont été prises il y a 10 ans, il y a 15 ans. Je n'étais pas à cette mission. Le gouvernement actuel n'était pas en charge de gérer la Côte d'Ivoire. Et l'on a donné effectivement jusqu'à 7 licences mobiles. Mais on oublie de dire qu'il y a 2 licences d'opérateurs fixes.
et qu'au total, dans notre environnement économique, ce sont 9 opérateurs de télécommunications qui existent. Là où en France, il y en a 4. Et on se bat pour ramener à 3. Là où en Allemagne, il y en a 3. Là où en Angleterre, il n'y en a pas davantage. Comment se fait-il que dans un environnement comme le nôtre, nous en avons 9 ? Mais alors maintenant que vous avez décidé de limiter à 4 pour la téléphonie mobile, d'assainir en quelque sorte le secteur, quelles sont les perspectives dans ce domaine bien précis? Alors, les perspectives sont les suivantes. Vous savez, nous sommes dans un secteur d'activité, je ne l'ai pas dit tantôt, qui crée énormément d'emplois. Si vous prenez sur les 3 dernières années, notre secteur a créé au moins 100 000 emplois. Quand vous prenez un opérateur comme MTN ou comme Orange, pour prendre des exemples, qui est en train d'implémenter ce que nous appelons le mobile money, qui est en train d'ouvrir 30 000 points de vente, en prenant ne serait-ce que 3 personnes par point de vente. On voit que c'est un secteur qui regorge d'emplois, mais le temps nous presse, vous allez donner les perspectives. Alors, les perspectives sont les suivantes. Nous travaillons sur le 4e opérateur, dans la mesure où il s'agit de la consolidation globale du secteur. Nous venons de renouveler les licences. Les 2 opérateurs fixes vont fusionner avec certains opérateurs mobiles et après le retrait des licences, nous pensons qu'il y a une place pour un opérateur fiable. Et nous n'allons pas le faire à la sauvette. Nous allons le faire en toute transparence, en prenant le maximum de garanties, afin que celui qui va être retenu ne soit pas un autre comium, ne soit pas un autre grune, mais soit un acteur qui apporte de la valeur au marché. Notre environnement change, le business model change tous les 3-4 ans. Et un opérateur qui n'est pas capable de se mettre en ordre de bataille sort du marché. Il y a des promesses importantes que porte notre secteur d'activité. En tant que promesse, nous allons retenir qu'un des critères importants pour le 4e opérateur, ce sera de réengager les personnes qui sont sur le carreau aujourd'hui. Donc, c'est une note d'espoir. Et c'est sur cette note que nous allons mettre fin à l'entretien. Merci, M. Apété, directeur de cabinet du ministre de l'économie numérique et de la Poste. Merci à tous de nous avoir suivis. C'est la fin de ce magazine. C'est la fin du journal également. Très bon dimanche à tous.